on fait une prise, deux prises, trois prises, au gré du professeur, si vous voulez, qui dit non, qui ne s'occupe pas de nous d'ailleurs, qui ne s'occupe pas de nous et qui continue sa leçon. Et on arrête, on reprend. Et il y a toujours un moment où on peut reprendre parce que la chorégraphie, on la retrouve exactement la même. Donc c'est ma méthode de tournée. Pour moi, c'est du cinéma. Et au cinéma, il y a une caméra. Bonjour Dominique Delouche et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Jean-Max Méjean. Merci. Alors, nous sommes ici chez vous, on peut le dire. C'est là que vous êtes né, c'est là que vous avez grandi et que vous avez parallèlement fait des études. Alors déjà, je sais que vous avez plusieurs cordes à votre arc et donc pianiste, vous avez fait aussi de la peinture. Est-ce que vous pouvez un peu nous écoutez, je suis né pratiquement dans cet appartement. C'est l'appartement de mes grands-parents. L'immeuble est très familial. C'est une espèce de fief de tribu, puisque mon grand-père, mes grands-parents, mes parents, mes oncles, mes cousines habitaient l'immeuble. Donc c'était une espèce de maison familiale en pleine ville. Et c'était très agréable. J'en ai de très bons souvenirs. Donc, vous me parlez de mes tendances artistiques. Oui, mes parents me trouvaient d'une façon exagérément flatteuse, très doué pour beaucoup de choses. Donc, ils m'ont fait faire du piano à l'âge de 5 ans. Donc, c'est ici que j'ai commencé le piano. D'ailleurs, c'est drôle, c'est qu'il y avait ce grand piano chez mes grands-parents et personne ne s'en servait. Et je tournais autour en me disant qu'est-ce que c'est que cette grosse vache à 3 pieds. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait un couvercle. J'ai ouvert le couvercle, j'ai vu des touches, ce que je n'avais jamais vu de ma vie. Et j'ai tapé, ça m'a paru très, très agréable. Et c'est comme ça que je me suis initié au piano. Au bout de quelques temps, j'ai pu jouer des petits airs de piano. Alors là, mes parents se sont dit, il faut faire quelque chose de ce garçon est très doué. Il faut faire, alors on m'a mis dans les mains d'une professeure de piano. Il y avait des vieilles demoiselles à l'époque. Vous savez qu'on n'avait pas pu marier, mais qui avaient d'une belle éducation, alors qu'on envoyait dans les familles pour apprendre le piano aux enfants de la famille. Donc j'ai commencé comme ça. C'était très modeste. Après, j'en ai fait de façon beaucoup plus sérieuse. J'ai même été l'élève de Jean Doyen pendant mon adolescence. Et j'ai préparé le conservatoire. Et là, tout s'est arrêté, non seulement le piano, mais mes études, à l'âge de 12 ans, parce que j'ai été saisi par une tuberculose qu'on n'appelait pas tuberculose, parce que c'était un mot qu'on se signait quand on entendait ce mot, parce que on ne guérissait pas. Et j'ai mis 1 année et demie pour me guérir à la campagne, à la montagne, à l'air pur. C'était pendant la guerre, on était mal nourris, ce qui explique la durée de cette cure. Enfin, ça a complètement brisé mon arc normal de vie, puisque je n'ai plus été à l'école à partir de 12 ans, et j'ai fait des études par correspondance. Mais si vous voulez, cette carence du côté études classiques s'est compensée par le développement des arts. Je me suis intéressé, donc j'ai été obligé d'arrêter le piano, mais je me suis intéressé passionnément à la musique et à la peinture. Alors j'ai eu, à l'adolescence, voilà, j'ai un peu papillonné, si vous voulez. C'était entre la musique, j'ai fait des tableaux, j'ai écrit, je savais pas très bien où j'allais aller, et je me suis rendu compte que je risquais d'être un amateur et qu'il fallait briser tout ça et renoncer à tout ça pour quelque chose. Et ce quelque chose était le cinéma. Alors un jour, dans cette enfance un peu proustienne ou viscontienne, on va dire, il y a un miracle. Ce miracle, c'est une rencontre. Lorsque vous êtes parti dans le midi de la France, donc c'était les années 50, oui. C'est Federico Fellini. Ah, c'était pas dans le midi de la France, c'était dans le nord de l'Italie, c'était à Venise. Ah, c'était à Venise, voilà. Au Festival de Venise 1954, parce que j'étais passionné de films, j'étais complètement cinéphile. Et vous étiez, alors je sais que c'était à Venise, mais vous n'étiez pas en garnison à Nice ou non?
Ah là, vous parlez de quelqu'un d'autre, là, je crois. Non, il me semblait que vous aviez profité d'une permission pour aller à Venise. Bon, enfin, non, j'ai mal lu. Ah ben, j'avais peut-être une permission. Je faisais mon service militaire, oui. Ah, bon, voilà. Oui, c'est ça, mais j'ai c'est au cours du service militaire. Oui, là, j'ai profité de 3 semaines. D'accord, donc ça me rassure sur ma mémoire. Voilà. J'ai été au festival de Salzbourg. D'accord. Et j'ai été au festival de Venise. Voilà, d'accord. Mais c'était pendant votre service militaire, ça, oui. je l'ai. Non, pas du tout. Bon. Ah, oui. Service militaire, pas du tout militaire, puisque je faisais ça dans un bureau rue Laboristie. Oui, mais c'est comme ça s'appelle. À l'époque, ça s'appelait service militaire. Absolument. Voilà. Oui. Alors donc, vous étiez peut-être pas en fantassin ou en caporal-chef, mais bon alors, donc vous arrivez au festival de Venise ce jour-là. Oui. Je voyais tous les films. J'avais aucune accréditation parce que j'avais aucune qualification professionnelle, mais j'arrivais à me faufiler, à voir des films les uns après les autres. J'étais complètement à l'affût et affamé de films. Et un soir, c'était La Strada. Donc je savais rien de Fellini. J'avais pas vu Il Bidone qui venait de sortir. Et c'était vraiment un choc, un très grand choc dans ma vie de cinéphile. Je dois vous dire que le film n'a pas été bien reçu. J'étais sans doute une des seules personnes qui a le film, c'était La Strada. La Strada. Donc voilà, donc j'ai fait connaissance avec Fellini et c'était au bon moment, si vous voulez, voilà, au bon endroit, au bon moment. C'était une rencontre complètement décisive pour moi, qui a orienté toute ma vie, puisque je suis resté auprès de Fellini pendant 6 ans et j'ai assisté Fellini pendant 3 films qui sont Il Bidone, Les Nuits de Cabiria et La Dolce Vita. Oui, vous avez parlé souvent que bon, c'était toujours un peu compliqué. On vous prévenait quelquefois la veille ou quand le film avait commencé, vous partiez à Rome. Oui, mais parce que j'étais en surnuméraire. Voilà. Parce qu'en Italie, c'est c'est un peu à l'italienne. Oui, à l'italienne. Voilà. Donc, et il a même dit un jour de vous que, parce que c'était quand même une rencontre, c'est pour ça que je parle d'un miracle. Il a dit « Un ange m'est apparu ». Il a parlé de vous en ces termes. D'ailleurs, il vous a souvent représenté sous la forme d'un ange. Oui, voilà. Dans ces caricatures, j'étais souvent avec des ailes, même avec une auréole. Oui. Mais vous voyez. Oui, moi, je les ai vus, donc je sais. Là, je sais de quoi je parle, donc je les connais très bien. Voilà. Et donc, assistant de Fellini, c'est une clé pour devenir réalisateur. Bien sûr. Alors, comment ça se passe? Je sais que c'est au moment de la Dolce Vita, dans les années 59. Je bouillais d'impatience de faire mes propres films, mais je n'avais pas les moyens. J'ai fait un premier film avec Valentina Cortese, qui est une grande amie de Fellini. J'ai fait un court-métrage qui s'appelait Béatrice, qu'elle a fait très amicalement pour moi. Je la remercie encore. Et c'était mon premier film. Et les gens se demandaient pourquoi je ne continuais pas l'assistanat de Fellini. Évidemment, j'aurais pu continuer pendant des années, mais j'avais pas la vocation d'être assistant, j'avais la vocation de faire des films moi-même. Donc j'en ai fait, après ce Béatrice, j'en ai fait d'autres, et j'ai été encouragé parce que j'ai eu des primes, vous savez, des primes à la qualité, enfin le centre du cinéma, à ce moment-là, était assez généreux, et d'un film sur l'autre, j'ai pu faire des films. Parce qu'aussi, il y a eu un jour, sur le tournage de la Dolce Vita, on ne peut pas dire encore un miracle, mais une apparition. Cette apparition, c'est un réalisateur qui après vous a demandé d'être son assistant pour Plein Soleil. Et ce réalisateur, c'est... Oui, René Clément. Voilà. Donc, ça donc, aussi... Je passais de l'un à l'autre. Oui. Très curieux. J'ai quitté pour la Dolce Vita. Déjà pour le barrage sur le Pacifique, c'était entre 2 films de Fellini, et pour Plein Soleil, c'était vraiment au milieu de Dolce Vita. J'ai quitté pendant 1 mois la Dolce Vita pour aller à Ischia tourner Plein Soleil, et je suis revenu à Rome pour finir. Et Fellini n'a pas tellement apprécié. Ah, vous savez, c'était des rapports tellement intenses, tellement intimes, que je pouvais pas échapper à la susceptibilité, que je parte auprès de Clément. Bon, il y a eu un malentendu, si vous voulez,
il m'a dit d'y aller, mais il n'avait pas envie que j'y aille, finalement. Il a été étonné que j'accepte. Il aurait voulu que je lui dise non, j'y vais pas. Et moi, j'aurais voulu qu'il me dise non, reste avec moi. Mais ni l'un ni l'autre n'a osé dire ce qu'il me pensait. Donc, du coup, vous avez fait les deux. J'ai fait les deux, oui. Bah oui, parce que comme ça... oui, mais on a voulu, Federico m'en a voulu. Mais oui, ça je sais aussi, ça a quand même duré un petit bout de temps, mais ça vous a quand même permis de voir autre chose. Et puis, c'est ça qui est mystérieux quand même dans le cinéma, c'est que ce n'est pas un métier comme les autres. Il y a beaucoup d'affect, il y a l'art, il y a les préférences, c'est un métier où doit entrer beaucoup de psychologie, beaucoup de relationnel. Le relationnel est très important, parce que on est très susceptible finalement, et il faut faire très attention à conserver l'amitié des gens. Oui. Oui, et puis bon, par exemple Fellini, c'est pas quelqu'un qu'on doit quitter comme ça. C'est pas comme quand on quitte son chef de bureau en lui disant ciao, je démissionne. Voilà, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se crée, qui va au-delà du travail. Voilà. Bien sûr. Et puis après, on a correspondu. De Paris à Rome, on s'est écrit. Oui, il y a beaucoup de lettres, il y a des dessins, il y a Oui. Alors c'est vrai cette légende, quand il déjeunait, il prenait sur la table son stylo et il griffonnait sur la nappe en papier. Oui. Et qu'il y avait des gens qui les ramassaient. Ah, moi je les ramassais en tout cas. Vous. Bah, Gérald Morin aussi l'a fait. Bien sûr. Mais il paraît que il a un talent énorme de caricaturiste. En cinéaste, il est caricaturiste, mais avec son bic, son crayon, c'est génial ce qu'il faisait. Il aurait pu faire une carrière de peintre et de graphiste. Oui, il avait beaucoup de talent, dont celui-ci. Grand talent de caricaturiste. Non, parce qu'on raconte la même chose de Picasso qui est allé dans un restaurant et qui avait fait un dessin et le patron a dit bah écoutez, je vais le prendre. Il a dit non, je l'ai pas signé, je ne le signerai pas. Fellini n'allait pas jusque là, il griffonnait. Puis de toute façon, il avait une patte qu'on reconnaissait que c'était un dessin de Fellini. Hein. Voilà, mais il avait quand même reçu René Clément sur le plateau. C'est à cette occasion que vous l'avez connu. René Clément et Madame Clément sont venus sur le plateau. Ça n'a pas tellement bien marché entre eux. Entre Fellini et Clément. C'est pas du tout le même cinéma. C'est pas la même. Alors pourquoi venait-il comme ça Comment ? Pourquoi était-il venu sur le plateau ? Parce que c'était De Laurentiis qui était le producteur des deux films, qui avait fait les honneurs du plateau de Fellini. Donc il est venu, on a mis des fauteuils comme ça se fait en Italie. Et Clément et sa femme a placé une nuit sur la passeggiata archeologica pour voir, pour voir le tournage. En fait, c'est une espèce d'échange professionnel. Il n'y avait pas d'amitié. Non, mais parce que ce qu'on raconte aussi, c'est que chez Fellini, sur le plateau, surtout à l'époque où il filmait à Cinecittà, beaucoup de gens, dont Truffaut, Oui, je l'ai vu, Truffaut. Sont venus. Oui, il venait un peu comme on... Ah ben oui, il était déjà une curiosité. Oui, mais Fellini était tout à fait accueillant, quoi. Mais il aimait beaucoup qu'il y ait du monde, il aimait beaucoup qu'il y ait du désordre, des conversations. Ah oui, voilà, ça le gênait pas, c'était pas le créateur. Pas du tout. Non, il aimait beaucoup qu'il y ait de la dispersion. Il voulait justement que son plateau ne soit pas une espèce de lieu de travail sérieux. Il voulait que ce soit un lieu de récréation. Et il faisait tout pour que ça le devienne. D'accord. C'est un don qu'il avait de donner l'impression aux gens qui travaillaient, qui ne travaillaient pas, qu'ils étaient là pour le plaisir. Oui, qu'ils n'étaient pas payés, qu'ils étaient là pour le plaisir d'être avec lui, d'être ensemble. Et ça, je crois que c'est un des grands secrets de ce qui se dégage des films de Fellini. Oui, c'est le... Il n'y a pas ce côté un peu tendu, crispé, qu'il y a par exemple dans les films de Clément. Ou chez Visconti, qui avait une autre méthode de travail. Oui, c'était très religieux, très... C'était un tourmenté. Visconti dégageait une espèce de sérieux, d'angoisse même, qui était le contraire de ce que dégageait le plateau de Fellini. Fellini était aussi sans doute un angoissé, le cachait. Un mélancolique, mais dans sa façon de travailler... Il ne pouvait travailler que dans la détente et dans le... Voilà, un peu dans le désordre, un peu dans... Pas l'improvisation, parce qu'on lui a souvent reproché que c'était pas du tout improvisé, mais
il voulait donner l'impression, effectivement, que c'était un petit peu... Que les choses pouvaient changer au dernier moment. Oui, voilà, que c'était libre. Voilà, des un contrats. peu léger, quoi, Oui. à l'italien. Alors, du coup, on peut dire que vous devenez un réalisateur à part entière. Et c'est là que vous faites une nouvelle rencontre en la personne d'une femme qui s'appelle Danielle Darieux. Racontiez comment ça s'est passé. C'était mon actrice favori et je voulais absolument qu'elle fasse partie de mes films, et ce qui est arrivé avec 2 films. Donc le premier, c'était 24 heures de la vie d'une femme. Donc je l'ai approchée. À ce moment-là, c'est une grande star du cinéma, la plus grande avec Michel Morgan. Disons que c'était les 2 grandes figures de proue du cinéma, les 2 grandes séductrices. Donc moi j'avais été complètement amoureux de Darieux, de son style d'actrice, surtout dans les films d'Ophuls par exemple, où c'est vraiment génial sa façon de tourner, sa façon de jouer avec cette pudeur, ce non-dit, cette façon de ne pas y toucher. Et donc j'ai eu Danielle Darieux, effectivement. Oui. Alors quand on veut rencontrer une grande star, comment fait-on? Je suis passé par son impresario. Donc il était d'accord, alors du coup... Son impresario, il s'est fâché avec lui, parce que lui, il a commencé par prendre des choses de très haut, en disant « Oh ben oui, mais vous ne pourrez pas jamais la voir, monsieur Delouche, c'est votre premier film de long métrage, jamais vous ne pourrez. D'ailleurs, je vais vous dire un chiffre de ses cachets en ce moment. » Alors il a exagéré les choses, et je me suis dit, bon, c'est pas le bon contact. J'ai téléphoné à Danielle Darieux en disant, écoutez, ça va pas se faire parce que monsieur Bernheim, votre agent, l'a pris de très haut et m'a dit que vous n'accepteriez pas le film dans les conditions. Moins de temps. Voilà. Et alors, elle était furieuse, elle s'est fâchée avec Bernheim parce qu'elle voulait faire le film. Et elle a accepté de faire le film à des prix, si vous voulez, qui étaient en conséquence de la production. De la production, de ma personnalité, parce que c'était mon premier film. Elle a voulu m'aider en acceptant un contrat qui était acceptable pour la productrice. Tout à son honneur, quoi. Christine Gouze-Reynal qui m'a fait confiance pour ce film. La sœur de Feu Madame Mitterrand. Voilà, donc ça c'est le premier film avec elle. Et puis vous en avez fait un second qui est une comédie musicale. Ah non, j'ai fait un second qui est une tragédie, qui est L'Homme de désir. Ah oui, non mais moi je parlais avec Danielle Darieux. L'Homme de désir, j'en parlerai. D'accord. Alors après j'ai fait un deuxième film 5 ans après 24 heures qui était une comédie musicale divine. Une composition, pour moi c'est l'évasion. C'est de l'aberration. Pour moi c'est l'occasion d'échapper à une composition, c'est ma vraie vocation. De la provocation. Et c'est la permission. Un film très léger, mais Darieux avait un rôle très important où elle chantait, ce qui était une des cordes à son arc, comme on le sait, puisqu'il y a beaucoup de films d'elle. Après, on la verra bien plus tard dans 8 femmes de Ozon. Oui, plein d'autres. Oui, où elle a un rôle un peu comme ça. Oui. Et puis dans Le Plaisir, elle chante aussi, chaque fois qu'on peut la faire chanter. Et puis, Les Demoiselles de Rochefort. Oui, c'est vrai, dans Les Demoiselles de Rochefort. Et dans l'intimité, dans la vie de tous les jours, elle était comment, Danielle Darieux? Très pudique. Très pudique. Très pudique, elle tenait à sa vie privée. Mais elle était réservée ou elle était... Très réservée dans les rapports. On a tourné en Italie, elle est venue avec son mari. Elle était très, très famille. Donc, c'était un domaine réservé qu'elle voulait préserver. On s'entend qu'elle était très, très liée à son mari et réciproquement. Et sur le plan intime, c'est pas une personne avec qui on pouvait, je ne l'ai jamais tutoyé, par exemple. C'est une personne très réservée, mais il y a eu beaucoup d'affection. En revanche, qu'on a pu échanger petit à petit, d'abord sous le signe de Max Ophuls, parce que je lui parlais de Max Ophuls que j'avais reconnu juste avant qu'il ne meure. J'avais écrit des choses sur Ophuls, et c'était un petit peu notre diapason. Vous voyez,
Plusieurs personnes ont dit que ce film était 24 heures était vraiment opulsien. C'est un grand compliment. C'est un compliment. Et donc ça a aidé beaucoup. Et puis c'est une actrice très musicale. C'est-à-dire que, en dehors du fait qu'elle chante, je pense que son jeu est musical. Et ça, je m'en suis servi parce que le film est très musical. Et je savais quelle musique allait être sous mes images. Alors quand elle a su ça, je lui ai fait entendre la musique, qui était les variations de Brahms sur un thème de Paganini. Alors ça l'a intéressé beaucoup. Elle voulait savoir à quel moment il y avait tel thème, à quel moment il y avait tel autre. Parce que ça lui donnait une indication d'ambiance. Mais elle était musicienne aussi? Oui, elle était violoncelliste. Ah, elle était mais pas pianiste, violoncelliste. Non, violoncelliste, très musicienne. Mais donc, voilà, c'était sous le signe de la musique et de Max Ophüls, ce tournage. Et vous êtes resté lié jusqu'à sa mort il y a quelques années. Oui, absolument. Oui. D'accord. Alors oui, donc je sais qu'il y a entre les deux, il y a L'homme de désir, qui est un drame, comme vous venez de le dire. C'est un scénario que j'ai écrit moi. Donc c'est un film que j'ai fait avec peu de moyens, avec mes économies, si vous voulez. C'est un film très intime dans le tournage. J'ai voulu faire du noir et blanc, alors que c'était la couleur déjà qui s'imposait. Donc c'est un film, une espèce d'épure, si vous voulez, sur un échange d'armes. C'est un film, c'était difficile, c'est un peu bernanosien, si vous voulez, pour donner le climat sur le sacrifice, sur la réversibilité des grâces. Vous voyez, c'est le film. Je peux pas le raconter, ce serait le réduire. Mais il a trouvé un public très réduit, mais comme le film n'avait pas coûté cher, il a eu une exploitation d'art et d'essai qui fait que je n'ai pas perdu d'argent sur ce film. Il a une petite exploitation, mais je me suis pas ruiné avec. Parce il y avait Emmanuel Riva dans le film. Oui, je me souviens. Mais parce que vous êtes aussi votre propre producteur. Oui, alors... Là, pour ce film. Propre production, j'étais le producteur. Oui, mais les films du Prieuré, oui. Les films du Prieuré. Heureusement que j'avais cette maison de production, ça m'a permis après de faire tous mes films que j'ai fait après sur la danse et sur la musique, je les ai produits moi-même. Alors, il y a eu aussi, avant de passer à ces films-là, c'était prévu, bien sûr, il y a aussi tout le travail que vous avez fait pour la télévision, dont le mime Marcel Marceau. Ah oui, alors là, ça c'est encore un autre aspect de votre travail. C'était à l'époque où je faisais des courts-métrages, et c'était juste avant le long-métrage. Donc c'est un film qui a eu une drôle de carrière, parce que il a disparu, et puis il se trouve que maintenant, il y a une législation qui permet aux auteurs de films, si vous voulez, de films orphelins, dont on ne sait pas à qui ils appartiennent, d'être attribués aux réalisateurs. Il y a une loi en faveur des réalisateurs qui leur permet d'exploiter des films que personne ne réclame. Donc, c'est un film que j'ai tourné en 64, je crois, et que j'ai fini il y a 4 ans, vous voyez, un demi-siècle après. Donc c'est une histoire très, très bizarre. Je suis très heureux de l'avoir retrouvé et de l'avoir remonté et de l'avoir numérisé. Il y a un gros catalogue de films qui ont été faits, dont notamment aussi La Voix humaine, qui est un opéra. C'était la télévision. Poulenc. C'était pour la télévision oui, aussi. Alors que le Marceau, c'était pas pour la télévision. Ah, c'était un film 35 mm. D'accord. Un film 35 mm, tout à fait dans le format de luxe de l'époque. Et les autres, par exemple, je sais que pendant les JO l'année dernière, on vous a demandé un extrait du film sur Kiki Caron, c'est sur la nageuse. Oui, c'est ça. Ça, c'était pour la télévision ou c'est encore un court-métrage? C'était des courts-métrages à l'époque, c'était l'âge d'or des courts-métrages français. On faisait ça avec une aide où on avait une prime à la qualité quand ils étaient de qualité. J'ai toujours eu la prime à la qualité. Et ces films sortaient en salle parce que les salles... Avant le long-métrage. Et ça dédouanait, ça détaxait l'exploitant quand il prenait un film qui avait la prime à la qualité. C'est comme ça que j'ai fait court-métrage sur court-métrage. Pendant 5-6 ans, j'ai fait une dizaine de courts-métrages qui ont très bien évolué dans cette... Alors, la plupart de ces films-là
surtout les fictions, et même, on y reviendra tout à l'heure sur les films sur la danse, on peut les voir ou les acheter chez Dorian, c'est bien ça. Voilà, j'ai eu la chance de trouver... Qui est un label oui, DVD. Absolument. C'est une boîte, je les remercie parce qu'ils se sont intéressés à moi comme ils se sont intéressés à beaucoup de réalisations ou de réalisateurs un peu, si vous voulez, pas de seconde zone, mais d'art et d'essai, mettons ce label-là pour faire comprendre. Donc ils ont numérisé et sorti tous mes films, aussi bien les longs métrages, 24 heures, tous les films dont on parle, ils sont sortis. Les courts-métrages? Les courts-métrages sont tous sortis. Tous sortis sous le label Oriane. Oui. On cherche chez Dorian Dominique Delouche ou directement chez Dominique Delouche. Il y en a toute une tapée. D'accord. Et donc, on peut les acheter le DVD ou les visionner. Certains, on peut les visionner aussi. En ligne. Oui. C'est bien ça. Voilà. Alors, c'est très bien. Donc, merci pour ces précisions. Je crois qu'ils sont utiles. Alors, ensuite, comme Visconti raconte qu'il allait à l'opéra avec ses parents et qu'il parlait du frémissement du rideau rouge de la Scala de Milan, oui. Vous, je sais que vous l'avez raconté dans vos mémoires à plusieurs reprises, vous avez eu une révélation avec la danse. Vous avez vu... Ça, c'est que j'étais très jeune, voilà, comme Visconti. Tout enfant. J'étais jeune, on m'a emmené à l'opéra, mais j'avais pas ma loge familiale. J'allais au poulailler avec mes parents. Au poulailler? Oui, bien sûr. Oui. C'était pendant la guerre, pendant le. Ah oui, donc c'était une période un peu bousculée. Un peu spéciale. Pour moi, c'était juste avant. Oui, parce que c'était les Allemands qui avaient les loges. Elles étaient réquisitionnées, j'imagine. C'est les Allemands qui quoi? Qui avaient les loges, puisque Paris était occupé. Non, ils étaient au fauteuil d'orchestre. Il y a des photos où on voit c'est plein d'Allemands au fauteuil d'orchestre. Non, les loges, c'était fini. Les loges des abonnés à l'opéra, ça n'existe plus. Ah bon? Déjà à l'époque? Absolument. D'accord. Alors donc, oui, effectivement. Au poulailler, donc. Enfin, dans les hauteurs, quoi. Ce qui est pas mal pour le ballet, vous savez, parce que la vue plongeante, on voit la chorégraphie. Quand on est au premier rang d'orchestre, on voit bien les visages. Et les pieds, non, on voit bien les visages, mais on voit pas la chorégraphie. On voit pas les lignes. Ah oui, on voit pas la chorégraphie. Le kaléidoscope du ballet, oui. C'est pas mal. Donc, effectivement, j'étais fou de ballet. C'était des gens qui m'ont... C'était Serge Liffard. C'était Serge Liffard ce soir-là. Oui. Disons, toutes les fois, c'était Liffard. Il était omniprésent. Hein, oui, il était le maître de ballet. Voilà, de la danse à ce moment-là. Et j'ai tourné avec lui après. Bien plus tard. Alors donc, vous avez écrit que pour vous, c'était comme des anges là qui étaient... Oui, c'était une espèce d'extase. Parce que vous savez, il n'y avait pas la télévision. Les gens de mon âge ne pouvaient pas imaginer ce que c'était qu'un spectacle. Ils allaient au cinéma, mais ça n'a rien à voir. Le fait de se trouver, de se déranger, d'aller d'abord acheter des places, c'était très dur. On faisait la queue pour avoir des places de théâtre pendant la guerre où les théâtres étaient pleins parce qu'il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de voiture. Donc, c'était tout un parcours du combattant pour aller au spectacle. Il fallait faire la queue très longtemps pour avoir des places. Après, il fallait monter dans le poulailler. Et puis, il y a cette espèce de moment qui est une espèce de petite mort. J'appelais ça la petite mort. C'est le moment où on est encore soi parmi des gens ça bruisse de petites conversations. Et puis, tout d'un coup, la lumière s'éteint. Et puis, on entend l'orchestre qui s'accorde. On sent qu'on bascule dans un autre monde et effectivement, le rideau se lève et on voit en pleine lumière des danseurs, c'est-à-dire des espèces d'êtres des somnambules, des spectres. Oui, c'est ça, qui défient les lois de la pesanteur. Pour un garçon de 11 ans, 12 ans, c'était une espèce de révélation que j'ai utilisée plus tard, que j'ai développé. Et alors, comment on en arrive donc à être le cinéaste de la danse, l'un des plus grands, en France en tout cas, à ma connaissance aussi, qui filme la passation en fait. Vous avez beaucoup fait de films où on voit des danseuses, surtout des danseuses étoiles, qui apprennent à des jeunes les chorégraphies, les gestes qu'elles ont appris. Tu fais les piquer, les derniers déboulés. 1, et 2, et 3, et tam, tam. Ouais, c'est pas mal. Alors tu vois, Gzowski, il voulait une autre fin.
il voulait une fin qui soit plus dans le public. Tac. Toi, tu as fait ça, c'est charmant aussi. Et lui, il voulait d'une manière plus inattendue. Ce qui m'intéressait par contre, c'est la cuisine de ça, comment ça se faisait. C'est très mystérieux, l'art du danseur. Oui, parce que les chorégraphies sont très peu souvent écrites, elles sont Oui, ça s'apprend de à la tradition orale, quoi. Donc justement, comme c'est pas écrit, j'ai voulu que dans mes films, ça soit écrit, transcrit. Et c'est des bribes de transmission de gens exceptionnels. J'ai vraiment eu tout ce qu'il y a de plus beau dans la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai eu tout le monde devant ma caméra pour leur faire sortir ce qu'il y avait de plus intéressant. Et effectivement, je les prends quand ils ne dansent plus. Mais il y a aussi leurs élèves qui sont des grands danseurs en pleine activité. Donc c'est au sommet, le sommet de la pédagogie, au sommet de l'art du danseur en pleine activité. Et la toute première fois, alors le premier film, comment c'est... C'était le spectre de la danse. Le spectre de la danse, voilà, avec alors, Nina Virubova. Voilà. Et alors, Serge Diffard. Voilà. Et comment on fait quand on décide de faire ce film? Comment ça se passe? Eh ben, on enfonce les portes, avec le culot qu'on a à cet âge-là. À cet âge-là, quel âge aviez-vous alors à ce moment-là? J'avais 30 ans. 30 ans, une trentaine d'années, d'accord. Oui, j'avais déjà... j'avais pas encore fait mes longs métrages. Donc j'ai été trouvé... C'était avant les longs métrages de fiction. Oui, ça fait partie des courts métrages. C'est un court métrage. Le spectre de la danse. Je le connais, oui. Et Nina Virubova, qui était la danseuse extraordinaire, géniale, a accepté d'être le pivot du film. Et ce film m'a porté bonheur parce qu'il est sorti en salle. Et je dois dire que j'ai eu des critiques. Il est sorti avec un film, et dans les critiques, on parlait autant de mon court-métrage que du grand film. Ce qui fait que tout le monde de la danse a vu ça. Ça m'a positionné comme réalisateur de danse. Il est sorti à Londres aussi avec un énorme succès. Du jour au lendemain, j'ai devenu une persona grata de la danse. Et j'en ai profité après pour continuer avec Chauvirey, avec Liffard, avec toutes les grandes stars de la chorégraphie et de la danse. Pendant 20 ans, 25 ans, j'ai fait une quinzaine de longs métrages. C'est des films qui sont sortis en salle. Oui. Comme Les Oiseaux, par exemple, en fait. Et énormément, plus d'une dizaine, je dirais. Oui. Plus d'une dizaine. Et quel souvenir ça vous a laissé? C'était une belle période de votre vie, puisque parce que je faisais exactement ce que je voulais. J'étais producteur des films, alors donc j'avais pas de compte à rendre. J'étais très gâté, finalement, dans ma misère, parce que c'était des petits films, c'était pas des grands budgets, et c'était des films qui étaient voués à une exploitation à réessai. Et combien ça coûte un film comme ça? Ou combien ça coûtait à peu près? Parce qu'on parle toujours de sommes astronomiques. C'était en francs. Oui, mais bon, je sais pas. Que je sache. Mais c'était quand même sur du support, évidemment, 35 mm. Oui. Voilà. D'accord. Bon. Et vous avez même rencontré toutes les plus grandes divas de la danse et aussi, évidemment, Rudolf Nureyev. Vous l'avez rencontré, vous l'avez filmé. Oui, très peu. Très peu. Mais il était très, très, très difficile à aborder. D'accord. Et puis lui, il avait ses idées et j'avais les miennes. Et il voulait de l'argent surtout, non? Oh, je veux pas vous savez. Non. Oui, il était très exigeant. Très exigeant, mais excellent danseur. J'ai quand même. Hein? Je l'ai eu quand même dans mes films. Voilà. Et comment s'est-il comporté? Il avait une réputation un peu sulfureuse. Oui, à partir du moment où il a accepté, il s'est bien comporté. Mais c'est pas la page la plus importante de ma filmographie de la danse. Après, je sais que vous avez été très lié avec Violette Verdi. Oui. Qui était aussi une... Merveilleuse. Alors elle, c'est une pédagogue. Ouais. Ça a été une très grande danseuse balanchinienne. Oui. Et puis après, elle est devenue une pédagogue. Alors, c'était passionnant. Donc, elle faisait l'admiration et l'enchantement des étoiles, des jeunes étoiles. C'est ce que j'ai eu dans mon film sur elle, où elle a passé ses rôles balanchiniens et de Jerome Robbins à des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. Alors, il y a un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, c'est Les papiers retrouvés de Nina Virubova. Les cahiers retrouvés. Les cahiers, pardon.
Parce que pour moi, c'est le film où peut-être vous dévoilez vous le plus dans ce Je suis film. très présent, oui, parce que je joue du piano. Oui, et puis vous partez sur les traces de sa famille. Oui, c'est biographique. Voilà, c'est un film un peu, je sais pas, vous allez peut-être tiquer. J'ai dit un peu à la Agnès Varda. C'est un film qui Je suis d'accord, oui. qui retrace, qui se mouille un peu, parce qu'on entre un peu dans l'intimité de Oui, bien sûr, parce que les autres, ils sont très beaux, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a cette distance de l'art. Tandis que là, on retourne sur le passé. Bien sûr, on est allé en Russie. Voilà, donc... Où elle était née en Russie, elle était partie à 5 ans, elle n'y était pas retournée. Donc c'était une grande émotion pour elle de retrouver les maisons de sa famille. Voilà. Et puis aussi d'être reconnue par les Russes, qui, malgré le rideau de fer et tout ça, ils savaient très bien qui était Virubova. Et ils l'ont accueillie vraiment très chaleureusement, malgré son statut de Russe blanche. Oui, de noble, quoi, enfin, qui avait fui la Révolution. Oui, tout à fait, oui. Oui. Mais donc, ça doit être des souvenirs merveilleux. Bon. Et un très souvenir aussi de la personne. Nina Virubova est une personne à qui je pense encore beaucoup. Que vous avez d'ailleurs tricoté un pullover, non? Ah oui, alors pour me remercier, la pauvre Nina, elle a mis des mois et des mois à tricoter un merveilleux pullover. Alors ce pullover, j'ai tellement mis qu'il est plein de trous. Et je ne veux pas le quitter, parce que c'est le souvenir de Nina, oui. C'est les souvenirs et les souvenirs. Elle est là, c'est comme si j'endossais. Oui, mais c'est quelque chose, c'est un objet transactionnel, comme disent les psychanalystes. Voilà. Et puis alors, là, j'espère que je vous fatigue pas trop, mais on n'en a plus beaucoup pour longtemps. Après, il y a la dernière tranche de votre vie. Je sais que vous avez été, entre autres, l'élève d'Henri Agel, donc on peut éduquer dans la critique de cinéma. La dernière partie de votre vie, vous êtes pas devenu, parce que vous l'étiez avant, mais plus écrivain. Vous avez écrit énormément de livres, là, maintenant. J'étais écrivain parce que je ne pouvais plus être cinéaste. J'ai décidé, à 80 ans, j'ai peut-être décidé par erreur, j'ai décidé que à 80 ans, il fallait s'arrêter. C'est un métier, il faut avoir toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Et j'ai peut-être arrêté trop tôt, je ne sais pas, parce qu'à 80 ans, je pensais que j'allais vivre quelques années, et je ne savais pas du tout que encore 14 ans m'attendaient encore, puisque je souhaite mon anniversaire dans 3 jours, et j'ai 94 ans. Alors vous voyez, ça fait que pendant 14 ans, j'ai pas tourné, alors que j'aurais peut-être pu si j'avais pas arrêté trop tôt. Alors, il fallait bien remplir ce vide. Donc, je me suis mis à écrire, j'avais fait des écrits sur mes souvenirs, etc. J'ai écrit, il y a 2 personnages du cinéma à qui je voulais rendre hommage. C'est Ophuls, que j'avais connu, j'ai écrit un livre sur lui, et Visconti aussi, et Fellini surtout. Alors le premier, justement, c'est Mes Felliniennes années. Oui. Voilà. Donc je raconte mon expérience. C'est votre premier... Non, c'est pas le premier livre, puisqu'il y avait eu Les Chemins de Fellini avec Geneviève Agel. Oui. Il y a très longtemps, juste après le film. Bon. Oui. Après, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de livres, à part peut-être des articles, voilà. Et donc on arrive dans les années, on va dire 2010, où vous retrouvez donc ce livre que vous aviez commencé, Mes Felliniennes années, qui deviendra un livre édité par, je crois que c'est PAS, non, qui l'a édité, Pierre-Alexandre Schwab. Non, oui, le premier. Le premier, Mes Felliniennes années. Oui, je le remercie d'ailleurs d'avoir fait confiance. Et après, j'en ai écrit un autre. Après, c'est ça, j'aimerais que vous nous disiez tous ces livres après que vous avez écrits. Après, j'ai écrit un autre, c'est un peu, pour pas le même sujet, mais plus développé, qui était mes 20 ans avec le maestro. Oui, 6 années avec le maestro. Voilà. Qui est toujours en vente à la librairie de la Cinémathèque française où j'étais hier. Très bien. Il est toujours en vue. Ce qui est quand même vraiment, un hommage. Alors, ça, c'est les 2 sur Fellini, à ma connaissance, à part des articles que vous avez écrits sur Cinétique. Oui, c'est négligeable. Sur, non, c'est pas négligeable, non.
Oui, C'est à Félinicita, côté. par exemple. Bon, mais bon, Non, c'est pas négligeable. non, mais pourquoi vous dites négligeable? Parce que moi, je voudrais qu'on me considère comme un cinéaste. Oui, Alors, d'accord. donc, c'est un petit peu pour combler le vide que j'écris. Mais vous Je suis pas écrivez... je suis vous pas un é- vrai écrivain, j'ai écrit. Ah, Un vrai écrivain, c'est un romancier, c'est un créateur de personnages, vous voyez. Ça, je ne sais pas le faire. oui, ça, c'est un vaste débat. Qui est écrivain? Qui est... alors, comment on les Je appelle? suis essayiste, si vous voulez. Ben, comment on Essayiste. les appelle? Ceux qui ne sont pas des vrais écrivains, qui ne créent pas des univers? Je suis essayiste. Essayiste, oui, oui, voilà. Alors, vous avez dit Visconti, donc c'était le prince travesti Oui. chez Hermann. Ensuite, de mémoire, eh bien, il y a Max Ophuls, Je vous évidemment. l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais là, j'aimerais que vous nous disiez Oui. un peu plus. Ah, Max Ophuls, c'est un hommage à Max Ophuls. À Max Ophuls, c'est Daniel Darieux. Donc c'était Max, ça s'appelle Max et Daniel. C'est un chapitre sur lui, un chapitre sur elle, un chapitre sur lui, un chapitre sur elle, avec des récurrences évidemment, puisqu'ils étaient liés par le... Ça, c'est à la Tour Verte. Oui, Et après, chez Grémez, il y a on peut pas dire le storyboard, mais le film, l'analyse du film, justement, Madame 2, chez Grémez. oui, j'ai voilà. fait ça, oui. Ah bah déjà, j'en compte 7. Oui. Et après, Après, il y a quoi? ben, qu'est-ce qu'il y a comme autre livre après? Ah bah si, là, je viens de réécrire sur Visconti. Voilà. Voilà, alors là, ça c'est un texte qui vous a été demandé Oui. pour une somme qui va apparaître oui. sur... Donc je viens juste de Visconti. prendre ça. Donc c'est assez agréable. J'ai vu que je pouvais encore prendre la plume. Enfin, je peux prendre encore l'ordinateur et arriver à sortir des choses que j'avais pas encore dites sur Visconti. Alors ça, c'est assez agréable de penser qu'on n'est pas encore rangé complètement des voitures et que... Mais je ne pense pas que ce soit simplement pour occuper le temps. Je sais pas. Vous avez une idée? Je sais pas, il y a aussi, toujours, comme on revient au film sur la danse, il y a la passation. C'est peut-être que vous avez envie de montrer ce que vous avez fait de votre vie, qui est une très belle vie. Vous Qui savez, avait beaucoup dans mon livre sur Visconti, là, dans le chapitre que j'ai écrit, je parle pas de moi. Ah non, mais je parle pas de vous. Je parle pas que vous parlez de vous. Je dis que c'est aussi une façon de pérenniser votre savoir, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait. Oui. C'est important, non? Disons d'être là, quoi, d'être un petit peu là. Voilà, d'être de là. mettre son voilà. pied, dans la porte qui est entrouverte. Voilà, de bien tenir le pied. Écoutez, je vous souhaite un très heureux anniversaire dans quelques jours. Et puis, pour de nouvelles aventures, on reviendra vous voir. La grande aventure. La dernière. Je ne sais pas si on sera là ce jour-là. Très passionnant, sûrement. Ça m'intéresse beaucoup, la dernière aventure. Oui. Alors, oui. La mort m'intéresse beaucoup, je ne sais pas, j'espère pas mal mourir. Oui, mais là, c'est malheureusement, c'est un gros point d'interrogation. Personne n'en est revenu. C'est passionnant. C'est passionnant, oui, on peut le voir comme ça, je ne sais pas. En tout cas, merci Dominique. Merci à vous, Jean-Max.